Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay. Enfin, nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. C'est l'émission qui va dans toutes les directions chaque semaine, comme vous le savez. Et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kemarina Flashback. Une émission tout en sport aujourd'hui pour vous. Principalement, nous allons parler de hockey et de baseball. Notre deuxième invité, il roule sa bosse dans le journalisme sportif depuis plus de 2 décennies, travaillant présentement pour l'agence QMI. Et de son propre aveu, il est l'un des plus grands passionnés de baseball que l'on puisse rencontrer. Il est également auteur, ayant son crédit un bouquin écrit sur son ami, nul autre que Derek Aucoin. Donc, pour parler de sa carrière, de sa vive passion pour le baseball, de sport en général, et bien plus, nous recevrons un journaliste émérite, soit Benoît Rioux. Maintenant, notre premier invité, malgré ses 26 ans seulement, son CV professionnel est déjà fort bien garni et dans son travail de façon télévisuelle ou au micro, il affiche l'aplomb que l'on reconnaît habituellement chez un vétéran. Il a touché à presque toutes les fonctions de son domaine, si bien que l'on pourrait le surnommer l'homme orchestre sportif. On peut apprécier notamment son talent dans l'émission Hockey le magazine diffusée sur le réseau des sports. Sans vouloir faire référence à son illustre père Stéphane, la pertinence et la compétence qui caractérisent le travail bien fait semblent être un trait de famille. Avec nous, un homme de sport complet, Jasmin Leroux. Bonjour Jasmin. Salut Steve, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est une grosse présentation, ça me met la pression quand même. C'est ce que je voulais. Non, je te taquine. La raison pourquoi, justement, je t'ai invité, c'est que quand je te regarde à la télé ou quand je t'ai écouté à la radio, mais spécialement à la télé, je trouve ton travail impeccable et ça a capté mon attention. Ben, merci beaucoup. Nous allons explorer évidemment ton parcours professionnel, tant au niveau aussi des ligues mineures que tu as couvert et que tu fais encore et des sports majeurs. On va parler un peu d'actualité. Ma première question, évidemment, il y a l'influence du père, ça on ne peut pas s'en cacher, mais tu n'as jamais, ça c'est particulier, tu m'as dit ça en pré-entrevue, tu n'as jamais eu autre intention, dis-je bien, de faire d'autres choses que du sport, parce que pour toi, déjà à 5-6 ans, tu savais dans la vie ce que tu voulais et tu me disais que tu te sentais privilégié, parce que c'est pas tout le monde qui a 5 ou 6 ans ou à 7 ans sait où il s'en va. Ben écoute, c'est quelque chose qui m'est arrivé très jeune dans ma vie. Comme tu le dis, mon père a travaillé là-dedans et ma mère aussi travaillait à RDS à l'époque. Ça, évidemment, c'est moins... Ça, je le savais pas. Oui, exactement. Ma mère a travaillé aussi dans le sport beaucoup. Mes parents se sont connus à l'époque avec le sport. Alors, le lien était vraiment dans toute ma maison. Ils se sont rencontrés à RDS? Ben, ma mère, à l'époque, travaillait pour la Ligue de hockey junior major du Québec. Alors, c'est là que le lien s'était fait à l'époque. Alors, c'est le fun, ça. Ben oui, tout ça pour dire que oui, j'ai baigné dans le sport toute ma vie. Puis, je me suis jamais vu faire autre chose que ce que je fais maintenant. Puis, je suis bien content de le faire aujourd'hui puis de le faire depuis quelques années maintenant. Mais tu as raison de dire que j'ai jamais pensé à faire autre chose, en effet. Ben, c'est particulier. Donc, tu es parmi nous en ce monde à cause du hockey. Ben écoute, je sais pas si je suis là à cause du hockey, mais disons que le hockey a favorisé ma venue, on va dire ça comme ça. Ben, c'est le fun, ça. Dans tes études, tu as fait le programme Arts et technologies des médias à Jonquière de août 2013 en 2016. Et ta première expérience, tu étais relationniste, agent de communication à 16 ans pour la Ligue de baseball junior élite du Québec, avec laquelle tu es encore impliqué. Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, le deuxième invité que tu vas avoir tout à l'heure, Benoît Rioux, est un de ceux avec qui j'ai le plus collaboré depuis 10 ans par rapport au baseball junior. Ben oui, tout à fait. Mais oui, en effet, le baseball junior, ça a été ma première expérience en 2012. Ça fait quand même un bon petit bout de temps. Puis à l'époque, j'avais seulement 16 ans. Ça avait été un concours de circonstances. C'est les gens du baseball junior là, qui présidaient cette ligue-là qui avaient été mis au fait là, de qui j'étais. Puis on s'était rencontrés. Je vais être honnête qu'à l'époque, je connaissais pas nécessairement beaucoup ce circuit-là. J'avais 16 ans. Puis bon, je n'étais pas nécessairement... Ben, je savais c'était quoi le circuit, puis mais je n'étais pas au courant de toute l'histoire de ce circuit-là. Puis je me suis impliqué avec eux depuis 10 ans maintenant, puis ça a été ma première porte. Puis oui, après ça, j'étais allé à l'école. J'ai fait les 3 ans à Jonquière qui m'ont permis de me former, parce que même si je savais que je voulais faire ça, puis même si... Comment je pourrais dire? Je pense qu'au fond de moi, j'avais un petit quelque chose qui l'avait, mais je voulais quand même faire la formation. C'est une très belle formation. Ben, tout à fait, je voulais faire la formation puis aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs moyens d'arriver à ce domaine-là, le journalisme sportif, peu importe, mais Jonquière est réputé pour être un des bons moyens. Il y a le côté universitaire, puis il y a un paquet d'autres chemins, il y a la cité collégiale, puis il y a Promédia, il y a un paquet d'écoles qui mènent au journalisme. Ben voilà, c'est ça, Promédia en a fait aussi, mais Jonquière fait partie de cet ensemble-là des choses qui permettent d'accéder à ce milieu-là. Et à 16 ans, je t'écoutais, où je travaillais jadis. Tu t'es retrouvé avec Ron Fournier et à Québec, la station AM 800, c'est ça? Oui, c'est une station qui n'existe plus maintenant, mais à l'époque, il y avait Québec 800. C'était une station qui était dans l'aréna des Remparts de Québec, au Colisée de Québec. Ton expérience avec Ron?
Ah, écoute, c'est que des bons souvenirs avec Ron. Il faut se remettre dans le contexte. Il est très encourageant aussi pour les jeunes. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu un très bon contact avec lui. Tu sais, moi, je fais des résultats le soir à la radio pour informer les gens des résultats dans le baseball. Alors, on est d'accord que c'est 1 minute 30, ça va rapidement. Tu donnes les résultats de la soirée. C'est pas nécessairement à chaque soir une grande entrevue. Là, c'est un très bon exercice. Ben, tout à fait, tout à fait. Puis ça apprend aussi un côté de timing, puis un côté d'être capable de livrer une information rapidement, d'aller du côté concis, clair et rapidement. Alors ça a bien été, mais Ron, c'est que des beaux souvenirs. Honnêtement, il a été là dès le début dans mon parcours à moi. Puis, tu sais, pour moi, c'était intimidant quand même à l'époque, à 16 ans, d'arriver. À 16 ans, puis évidemment, je savais très bien qui était Ron Fournier. J'ai pas été là à l'époque où il a eu sa carrière d'arbitre et tout ça. J'ai aucun souvenir de ça. Évidemment, c'était avant que je vienne au monde. Mais j'avais tous les souvenirs de lui comme animateur de radio. Mais il a été super avec moi, Ron. Puis, j'ai interviewé Ron à l'époque, en 1994. Tu n'étais pas né. Et je dois dire que Ron est non seulement très généreux, mais il a beaucoup de prestance en personne. Tu l'as rencontré en personne? Je l'ai rencontré quelques fois. Je vais être honnête que je ne l'ai pas vu si souvent. C'est beaucoup parlé, mais je l'ai rarement rencontré en personne comme tel, parce qu'évidemment, je fais ces interventions-là à distance. Là. Évidemment, je t'ai présenté comme l'homme orchestre sportif. C'est tout à ton honneur. Est-ce que pour toi, et on en a parlé en pré-entrevue, c'est ta plus grande fierté, ça, d'être capable de te débrouiller dans à peu près tous les sports? Parce que tu m'as confié qu'il y a 4 sports qui ont un impact pour toi dans ta vie, sans faire de jeu de mots, l'impact, le soccer, le football, le hockey, le baseball. Mais est-ce que c'est ta plus grande fierté d'être si polyvalent, chose qu'on ne retrouve peut-être pas chez tous les animateurs et les journalistes? Ben, de plus en plus, je pense que les animateurs et les journalistes le deviennent de plus en plus polyvalents, parce que je pense que c'est souvent les besoins du métier, même s'il y a des gens qui sont très spécialisés dans un créneau, puis c'est super intéressant et important de l'être. La réalité des médias en 2022 fait que c'est rare d'avoir la chance de travailler vraiment sur un seul dossier, sur un seul sport, sur un seul événement. Alors souvent, tu dois te diversifier. Puis oui, ça fait partie de mes fiertés d'avoir été capable de me développer un certain créneau où je suis à l'aise dans plusieurs sports différents. Puis tu as été formé, comme tu me disais, sur 22 postes à peu près à RDS. Ben écoute, j'ai arrêté de les compter, là, mais j'en ai fait. Ben écoute, quand on rentre à RDS, à l'époque, j'ai commencé aux archives, puis bon, tu gravis tranquillement une chose à la fois, là, mais avant de me retrouver des fois à faire des choses en ondes, j'en ai fait un paquet de choses aussi avant, derrière la caméra, qui m'ont appris tout le côté de ce qui se passe aussi derrière la caméra. Ça a été super formateur, puis j'en fais encore souvent, honnêtement. Là, je travaille tous les jours à RDS, mais je suis pas tout le temps à la caméra. Tu travailles à RDS depuis combien d'années? 2014. Ah, ça fait déjà 2014, ça va faire 8 ans au mois de mai. Je suis rentré pendant que j'étais encore à l'école, en fait. Il y avait besoin de quelqu'un pour faire les archives l'été, pour reprendre des dossiers d'archives qui n'ont pas été faits dans l'année, puis pour combler du retard qui a été pris dans l'année. Alors, je suis rentré mes 2 premiers étés, quand j'étais encore à l'école, à travailler seulement aux archives à RDS, puis à me faire petit dans mon coin. C'est excellent, ça fait partie d'une formation. As-tu été concierge aussi à RDS? T'as-tu passé là-bas? C'est jamais arrivé, celle-là. On est prêt à tout quand on est jeune. Ça pourrait arriver. On est prêt à tout quand on est jeune, et je veux dire, ça fait partie du désir. Nous avons tous nos souvenirs. Tes premiers pas dans le hockey, que ce soit comme joueur, avais-tu un talent? As-tu joué, exemple, Pee-wee? Est-ce que tu voulais être repêché, jouer junior? Ça a été quoi tes premiers contacts? J'ai joué toute ma vie au hockey, honnêtement. J'ai joué toute ma vie, tout le temps dans les catégories mineures. J'ai jamais joué dans le hockey 2 lettres. J'adorais le hockey. Ouais, je suis un joueur de lié gauche. Power forward. Je suis un power forward devant le filet, comme on dit. Non, j'ai eu des très beaux souvenirs avec le hockey. Toute mon enfance, j'ai joué au hockey mineur jusqu'à la fin du midget, jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, j'ai adoré ces années-là, mais je vais être honnête que dès le début, je savais très bien que je n'avais pas le talent pour monter. J'ai alterné entre le B et le A de temps en temps dans le hockey mineur, mais j'ai surtout eu du plaisir. Puis ça a été plein de belles années, de beaux souvenirs. C'est ça, beaucoup d'amis qu'on se fait. Ben oui, tout à fait. Mais la persévérance, parfois, va aller plus loin que le talent. Laurent Dauphin en est un exemple. Il a persévéré, il est maintenant avec le Canadien de Montréal. C'est un gars d'ici, je pense, c'est un gars de la Chenesse, il me semble. C'est un gars exactement dans le... Il est au collège Esther Blondin, alors je pense que c'est un... je sais pas la ville exactement, mais il vient du coin ici. C'est le fun. Tu es un carriériste, et tu me disais en pré-entrevue que le travail, la constance, c'est ça qui ouvre les opportunités. C'est pas une question d'être le fils de l'autre. Pour toi, le travail, je veux dire, c'est toute ta vie. Ben écoute, j'ai tout le temps mis beaucoup d'heures dans ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à le faire. J'ai essayé de le faire à ma manière quand même si j'avais une influence qui était certaine avec celle de mon père. J'ai quand même essayé de me développer mes réflexes à moi, mes habitudes à moi, puis mes choses à moi. Tu sais, les gens qui connaissent un peu mon père savent que c'est quelqu'un qui est très organisé,
puis qui est très structuré, puis c'est sûr qu'il m'a inculqué beaucoup de ces valeurs-là. Une légende du hockey junior. Ben écoute, ça fait plaisir à entendre. C'est une bibliothèque, je veux dire, ton frère. Je suis certain qu'il serait content de l'entendre, ça lui ferait plaisir, puis il apprécie toujours ces compliments-là. Mais il m'a inculqué ça beaucoup, le côté structuré, le côté de la rigueur énormément au travail, puis j'en suis très fier maintenant parce que je prétends absolument pas avoir 1% de la carrière que lui a fait, mais au moins les gens me disent souvent, comme ton père, tu es quelqu'un de très organisé, très structuré, puis qui a beaucoup de rigueur, puis ça c'est important pour moi, c'est les choses les plus importantes dans ce que je fais. Selon moi, ça doit être un privilège. Ça paraît. Ben, tu sais, tu le sais comme moi. Une dose de pertinence et d'humilité rouvre toutes les portes. Ben, tout à fait, puis c'est un privilège de faire qu'est-ce qu'on fait. Alors toujours essayer de le faire dans l'humilité, puis dans le côté de respecter le fait que les gens passent de leur temps à nous écouter puis à nous entendre. Alors c'est notre travail à nous de s'assurer que le temps qu'eux investissent soit du temps pertinent, qu'on leur donne la bonne information. De belles vertus que tu vas transmettre à ton tour à ton fils. Une chose à la fois. Jasmin, on va aller dans le hockey. Le Canadien ne connaît pas de succès, disons, tellement depuis 1993, le dernier sacre de la Coupe Stanley. Tu sais que j'ai vraiment vu ça, le Canadien gagner, moi. Hein? Ben, c'est ce qui m'amène à ma question, c'est que tu fais partie de la génération de ceux qui ont vu le Canadien. On parle souvent de tradition, on va pas faire de bashing, mais au point de vue de tous les sports majeurs professionnels, le Canadien de Montréal représente une des pires fiches en séries éliminatoires depuis, disons, 1993. Tu fais partie de ces générations-là. Est-ce que par moment, c'est décourageant de couvrir une équipe comme cette année, disons, on va leur donner le bénéfice du doute avec la crise et puis tout ça? Mais je veux dire, depuis 25 ans, de voir le Canadien... Malheureusement, ils n'ont jamais gagné, sauf qu'ils ont quand même, à certains moments, fait des bouts de chemin en série. Ils en ont gagné des rondes éliminatoires, puis je le sais que les gens... 2010, 2014. 2010, ben, l'année passée, on était en finale de la Coupe aussi, dans la nouvelle. Là. Alors, il y a 2021 aussi, puis il y a quelques bonnes années. Y a-tu eu des moments qu'en tant qu'amateur, tu disais... Ben, c'est sûr que j'aimerais ça les voir. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça les voir. Ça enlève un certain intérêt, tu sais. Mais j'ai pas le souvenir de les avoir vus gagner non plus. Donc, ça te manque pas. Ben, écoute, non, ça me manque pas, je l'ai jamais vécu quand même, sauf que c'est sûr que ça serait le fun, car c'est tout le temps mieux pour tout le monde, même si on travaille dans ce milieu-là, on est des partisans aussi d'un côté, c'est tout le temps plus plaisant quand ils gagnent, c'est certain. Cette année, honnêtement, elle est longue, la saison. Cette année, elle commence à être un petit peu longue, un petit peu plus pénible. J'ai de la misère à croire qu'il reste encore 37-38 matchs, je sais plus combien. Ce que j'avais dit à quelqu'un que tu connais bien, Simon Bédard de Hockey Le Magazine, j'ai dit, je pense à toi quand après 10 matchs, c'est déjà terminé et on le sait. Là, je veux dire, on est des gens qui connaissent le hockey un petit peu. Je pense à ceux qui couvrent le Canadien. Je veux dire, c'est loin le mois de mars et le mois d'avril. On va parler un petit peu de la famille parce que les parties de Noël chez les Leroux, est-ce qu'on évite le sport? Est-ce que les conversations sportives entre ton père et toi sont parfois animées avec des différences sportives notables? Ça se passe comment, disons, les parties de Noël chez les Leroux? Ça se passe très bien, les parties de Noël, mais les parties de Noël sont jamais le jour de Noël parce que mon père a tout le temps été parti toute ma vie au championnat du monde junior. Alors, les parties de Noël, ça a toujours été le 21-22 décembre. Ouais. Alors, ça a tout le temps été différent, mais non, on a tout le temps eu des belles discussions de sport. On essaie, quand on est en famille, de changer de sujet un petit peu, mais en même temps, ça revient tout le temps rapidement. Honnêtement, je vais être honnête que même si on essaye de dévier, ça dévie une couple de minutes, puis c'est pas trop long. Ça revient assez vite. C'est pas trop long que ça revient quand même, mais non, on s'entend bien en général sur un paquet de choses de sport. J'essaie des fois de lui faire découvrir des univers que moi j'aime dans le sport aussi, comme lui m'en a fait découvrir énormément. Des fois, j'essaie de lui... Les jeux vidéo? Ben oui, les jeux vidéo un petit peu, mais tu sais, sur le côté, par exemple, du soccer, exemple, c'est pas quelque chose dans lequel lui a grandi. Moi, j'adore le soccer, je l'ai amené, on est allé à Paris ensemble, puis je l'ai amené voir un match de soccer à Paris, ça lui a permis de découvrir, tu sais, ce que ça pouvait être aussi. Alors, lui m'en a énormément appris. Est-ce qu'il t'amenait parfois dans des événements? Tout à fait. J'ai un paquet de souvenirs de jeunesse, de l'avoir accompagné à Victoriaville, à Sherbrooke, à Drummondville. Ben justement, avant d'y aller avec la pause, quel personnage tu as rencontré par l'entremise de ton père qui t'ont marqué, soit par leur charisme ou soit qu'ils étaient imposants physiquement, que ce soit des joueurs d'âge junior ou même des professionnels, des joueurs qui t'ont marqué? C'est sûr que tu vas me dire Guy Lafleur, probablement que tu l'as rencontré. Je n'ai jamais rencontré Guy Lafleur, malheureusement. Ça aurait été un honneur de le rencontrer, mais non, je ne l'ai jamais rencontré. Un gars comme Sidney Crosby, à l'époque, tu sais, de l'Océanique? Ouais, à l'époque de l'Océanique, j'avais eu la chance de voir. Écoute, j'avais 10 ans à peu près à l'époque, en 2005. C'est impressionnant pour un petit jeune de 10 ans. Puis même, c'est un gars qui, même à 17 ans, dégageait énormément de charisme puis dégageait énormément de prestance aussi à l'époque. Très professionnel. Ben, exactement. J'ai eu la chance. Il parle français. Oui, il parle français. À l'époque, il le parlait plus que maintenant. Il ne parle plus français depuis que Don Cherry s'est moqué de lui.
Je pense que Sidney, en tout cas, je ne parlerai pas à sa place, mais il y a un Français, il est capable de parler français, il le fait pas souvent, puis évidemment, en vivant à Pittsburgh depuis 15 ans maintenant, même s'il y a beaucoup de Québécois là-bas, ça doit pas être l'endroit où il pratique le plus, mais à l'époque, il parlait un français qui était super intéressant, puis c'est un gars qui, à 16 ans, avait eu le désir d'apprendre le français, c'était quand même quelque chose de rare aussi. Alors ça, c'est une rencontre, j'en ai fait d'autres aussi au fil des années, mais toujours dans le respect, puis dans le... C'est un gros nom, ça. Tout à fait. Ça m'est arrivé de... C'est selon moi le joueur de hockey le plus complet de l'histoire de la LNH, le plus complet. J'ai pas dit le meilleur, j'ai pas dit le plus grand, mais le plus complet, je pense, avec ça rejoint un peu Marc Messier. Mon cher Jasmin, c'est fort intéressant. Nous allons prendre une petite pause, ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct, finalement, du fameux restaurant de Lachenay. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge Lachenay. Donc, comme je vous le dis, c'est un restaurant de choix. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Et je vous donne le numéro de téléphone pour les livraisons et pour les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un jeune journaliste sportif très talentueux du réseau des sports, soit Jasmin Leroux. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Parlons de mieux-être maintenant, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 217-54-75. Mon cher Jasmin, on revient à nos moutons. Tu as fait tes classes. Tu n'es pas là simplement à cause de ton père, mais ma question, suivre les traces de son père, Stéphane Leroux, une sommité notamment dans le hockey junior et bien plus. C'est non seulement un expert, mais sa longévité est là aussi pour témoigner de ce qu'il peut contribuer. Est-ce un avantage? Ça, c'est un préjugé qu'on entend parfois pour les contacts. On va dire, bon, ben, c'est le fils de l'autre, c'est pratiquement un désavantage parfois, ou à l'inverse, justement, ça rajoute une pression. Jamais de la vie, ce sera un désavantage d'avoir eu mon père dans ma vie. À aucun moment, il n'y a aucun univers où je vais répondre que ça a été un désavantage d'avoir eu mon père. C'est certain que ça a été un avantage pour moi. Ceci étant dit, après ça, j'ai tout le temps essayé de faire mon chemin. Puis je pense humblement avoir réussi tranquillement à faire mon chemin à moi. Puis le plus beau compliment parfois qu'on me fait, c'est quand quelqu'un me dit « je savais pas que c'était ton père ». Tu sais, quand on me voit à la télé sans qu'on fasse le lien directement de qui était mon père. Mais mon père m'a tellement appris puis m'a montré un paquet de vertus, comme je t'en parlais tout à l'heure, sans rentrer dans tout ça, mais ça a été un avantage, c'est certain. Pour des contacts, oui, à certains moments, mais à partir du moment où j'ai mis le pied dans ce milieu-là par moi-même à RDS, oui, mon père était là, mais tu sais, mon père, il fait ses choses à lui aussi par rapport à la carrière. Ce que je veux dire, c'est que quand je t'expliquais tantôt que je travaillais aux archives ou dans la salle des nouvelles, c'était pas du tout en lien avec ce que lui faisait à ce moment-là. Alors, mon chemin à moi, je l'ai fait par moi-même aussi, puis il était pas tout le temps derrière de moi non plus à me permettre de monter. J'ai fait mes choses à moi aussi. Là. Le plus beau compliment, c'est pas sur ta chevelure, comme je t'ai dit avant l'émission. C'est incroyable comment tu as des cheveux, je veux dire. Je les perds pas pour l'instant, je vais les garder. Non, tu les perdras pas, mon Jasmin. Jasmin, tu es très polyvalent, c'est ta marque de commerce. Quelle fonction te convient le mieux, que tu apprécies le plus? Ta fonction favorite, pour une raison ou une autre? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Tu es comme un poisson dans l'eau quand tu fais telle ou telle chose. Et aimes-tu mieux le direct ou en studio? C'est quoi ta préférence dans tes fonctions? Le direct, c'est tout le temps plus plaisant. Ça amène un côté qui est spontané et qui est le comme fun à la radio. aussi. Exactement. Comme le côté des fois enregistré comme une émission comme Hockey le Magazine, ça nous permet des fois de faire des choses que le direct permet pas. C'est-à-dire de se reprendre sur certaines affaires, pas nécessairement sur des erreurs, mais de permettre de faire des questions à des moments différents. Puis en tout cas, bref, un paquet de technicalité, mais les deux côtés sont intéressants. Le côté d'animer une émission, c'est tout le temps quelque chose que j'adore faire.
d'écrire du sport, j'adore faire ça aussi, mais je te dirais honnêtement, puis ça serait peut-être une réponse cliché, mais tout ce qui concerne le sport dans ma vie, moi, c'est ce qui me rend heureux. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, tant que j'arrive à être impliqué là-dedans, ma passion numéro 1, c'est ça, puis ça va toujours être ça quand même. Et comme tu me le disais si bien, qui correspond à l'époque que nous vivons présentement, être un spécialiste, ça peut être hasardeux. Des Danny Dubé, comme on en parlait, je veux dire, il y en a un seul. Et si quelqu'un devient un spécialiste et vise des postes de haut niveau, peut-être que la déception t'attend au bout du tunnel. Ben écoute, c'est comme tu le dis, il y a plus de cordes à son arc, c'est mieux. Ben exactement, tout à fait. Puis il y a des postes des fois que les gens veulent avoir, sauf que la réalité c'est qu'il y en a très peu de ces postes-là. Alors quand tu es capable de développer une polyvalence puis d'aspirer à autre chose, quand ta passion c'est le sport, ben peu importe sous quelle forme et dans quel domaine tu le fais, ça va être le fun. Il y a des journalistes qui arrivent à se spécialiser sur un seul domaine, comme je te le disais, c'est rare. Mon père l'a fait avec le hockey junior, puis c'est tant mieux. Je ne sais pas si en 2022, ce serait possible de refaire ça, c'est-à-dire que lui, il l'a fait au début des années 90, mais les réalités ont beaucoup changé avec le milieu, puis c'est de plus en plus difficile d'avoir un créneau comme ça. Tu rencontres quelqu'un tantôt, Benoît, qui arrive à se spécialiser vraiment avec du baseball, puis il le fait de manière admirable, mais il n'y en a pas beaucoup des journalistes quand même qui réussissent à avoir ça. Souvent parce que les employeurs leur donnent pas le lousse pour aller vraiment sur un seul domaine, puis leur demande de couvrir plusieurs choses. Non? Mais Jasmin, je vais te confier que si je ne faisais que du sport, comme dans mes émissions, là, je dois être bien préparé. Je veux dire, je suis dans toutes les sphères d'activité. Des fois, j'ai des politiciens, j'ai des artistes. Je pense que je m'ennuierais. J'aime ça d'être polyvalent. Comme toi, comme tu le fais. Ma question suivante, avant de tomber dans les questions rafales. Avant, dans les tribunes téléphoniques, quand on appelait, c'était pour parler, disons, dans mon époque, là, il y a, disons, 30 ans, avant qu'on parle d'argent uniquement, on n'appelait pas pour dire on devrait aller chercher un tel pour son salaire ou il reste un an son contrat. On parlait de son lancer, son coup de patin, son influence dans le vestiaire. Maintenant, nous sommes tous devenus des administrateurs. Moi, personnellement, si le boulanger au coin de la rue veut payer ses employés 40 $ de l'heure, ça le regarde. Je veux dire, ce que M. Molson, exemple, veut dépenser, selon moi, bien, ça le regarde. Mais là, il y a la question du plancher, du plafond salarial. Ce qui m'amène à ma question, y a-t-il trop d'argent aujourd'hui dans le sport professionnel? Il y aura toujours de la demande. Alors, tu sais, c'est une loi d'offre et la demande. Je pense pas qu'il y a trop d'argent dans le sport parce qu'il y a des consommateurs qui l'utilisent. Puis, comme tu le dis si bien, ça devient une business quand même. Puis, malheureusement, c'est la réalité. Nous, on la consomme pour le côté plaisir, mais c'est le business, le sport, puis ça changera pas. Puis, tu sais, le hockey, il y a beaucoup d'argent qui se génère avec ça, mais quand tu compares avec d'autres sports, des fois, le hockey, c'est des peanuts comparé des fois à la NFL ou au baseball majeur ou à la NBA. Qui joue 17 matchs, fait 40 millions américains par année. Oui, mais en même temps, si une entreprise juge qu'il les vaut parce qu'il lui rapporte, oui, puis parce qu'il lui rapporte un paquet d'autres revenus connexes, ça devient ça. Mais en quelque part, il faut se poser la question en tant que société, où sont nos valeurs? Je veux dire, si les infirmiers, les infirmières travaillent... Ah, mais ça c'est certain, par exemple. Non, mais... Tu vas me dire qu'il ne faut pas comparer, mais la comparaison se fait quand même. Malheureusement, c'est certain que... Est-ce que les sportifs valent 20 millions par année? Non, absolument pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que si la business fait en sorte qu'il les rapporte cet argent-là, ça devient difficile à gérer. C'est certain que dans la société, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est pas les sportifs qui méritent le plus d'argent. Il n'y a personne qui va contredire ça. C'est juste que la réalité, elle est comme ça quand même. Sauf Mario Lemieux. Jasmin, on va tomber dans les questions rafales. Tu me réponds par un nom, une phrase ou un mot. On va essayer de condenser tout ça. Les activités de la Ligue junior majeure du Québec vont reprendre demain. Tu t'attends à quoi? C'est sûr que le calibre et l'intensité vont être un petit peu moins là, le temps de se reprendre, comme on dit en bon français, en game shape. Pas de spectateurs. Est-ce que tu t'attends à beaucoup de blessures? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que le hockey va reprendre, que tout le monde va reprendre son rythme. C'est des athlètes jeunes, alors... On ne peut ne pas aborder le dossier du CH puisque tu es avec nous. Tu t'attends à quoi et tu garderais qui? Je m'attends à ce qu'il y ait peu de transactions quand même, puis je garderais presque tout le monde sauf Sherrod personnellement. Qui, je pense, peut rapporter le plus là, à date limite, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait 12 transactions, je pense pas que ça va arriver. On est du même point de vue, parce que c'est beau vider le club, mais à un moment donné, il faut présenter une formation, il faut encadrer les jeunes aussi. C'est sûr que Petrie est en train de nous montrer qu'il ne veut plus être Canadien de Montréal, qu'est-ce que tu veux. Es-tu cinéphile? Est-ce que toi, tu aimes, même si tu as peut-être peu de temps, aimes-tu écouter des films, et quel est ton film de sport favori? Film de sport préféré. En souvenir des Titans avec Denzel Washington. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est un excellent film de football. J'ai failli l'écouter cette semaine, justement. Ah ouais, ça, c'est un des Coach Carter. C'est des excellents films. Moneyball, excellent film de sport aussi. Slapshot. C'est certain, Slapshot, je suis moins de cette époque-là, mais je la ris quand même tout le temps. Là, mais oui, si tu as une chance de trouver le film Celtic Pride avec Dan Aykroyd,
C'est un film de basketball. Tu vas bien rire. Ah ouais? Oui, écoute ça. Je vais mettre ça sur ma liste. Qu'est-ce que tu retiens sur cette retraite annoncée hier de Tom Brady? C'est-tu, c'est un féroce compétiteur, discret dans sa vie privée, n'a jamais fait de vagues personnelles, il quitte au sommet, il domine non seulement dans sa dernière saison, mais en carrière au niveau des verges, la passe, ainsi de suite. Tu retiens quoi en une phrase de Tom Brady? Que c'est le plus grand joueur de football de tous les temps. J'aime beaucoup ta réponse. Tu te vois où dans 10 ou 15 ans, Jasmin? Toujours à RDS et le plus possible heureux et dans ce que j'aime dans ma vie avec le sport puis avec mon entourage dans ma vie. Je te le souhaite. Ben, merci. Jasmin, selon toi, qui est le... Parce que souvent, on a des discussions, qui est le plus grand joueur de hockey de l'histoire et on va entendre des noms comme Bobby Orr, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Je pense qu'il y a 3 catégories où on doit adhérer pour être sur cette liste. Oui, l'influence des championnats, les statistiques, mais la longévité. Je crois que Gordie Howe est le plus grand joueur de hockey de tous les temps. C'est un peu plus de ma génération. Il a été 20 saisons d'affilée dans le top 5 marqueurs. Et on ne peut pas mettre, c'est pas vrai, Bobby Orr, qui n'a joué que 9 ans, dans la même catégorie. Après ce préambule très long, c'est quoi ta réponse en une phrase? Quel est le plus grand joueur de hockey de tous les temps, selon Jasmin? C'est difficile comme question. Ben non, mais c'est parce que j'en ai jamais vu un jouer. C'est juste ça quand même. Mais selon ce qu'on connaît, puis ben, tout à fait. L'opinion, je pense que c'est Wayne Gretzky. Mais je vais être honnête que c'est pas des Bobby Orr, tout ça, j'ai jamais vu jouer. Moi, de mon époque, c'est Sidney Crosby. Si je transforme ta question, là, moi, de mon époque, c'est Sidney Crosby. Le plus complet de tous les temps, c'est lui. Ben, je pense que lui aussi, mais il a remporté 2 Conn Smythe avec son jeu défensif. Tout à fait. En 15 et en 16 et en 17, il faut le dire. C'est son jeu défensif qui a fait remporter le Conn Smythe. Ton préféré de tous les temps, dans ce cas-là, là, tu peux me dire n'importe qui. Tu peux me dire Jeff Petrie, si tu veux. Mon préféré de tous les temps. Je vais te dire mon idole de jeunesse à moi. Ok, je vais transformer ta question. Mon idole de jeunesse à moi, c'était José Théodore. Qui est le premier. C'est un des premiers souvenirs que j'ai vraiment du Canadien. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur gardien de tous les temps. Il a eu une super belle carrière. Mais moi, quand j'avais 7 ans, que je tripais sur un joueur de hockey, c'était José Théodore. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé devant la cage du Canadien. Demain, il n'y a plus de sport. Tu aimerais couvrir quelle sphère d'activité à titre de journaliste? Le milieu culturel, je pense. Le milieu culturel. Je suis un gars qui adore les spectacles, le spectacle, la musique, les films, les choses comme ça. Ton groupe américain favori? De rock? Ça peut être un groupe du passé comme du présent, même si dans le présent, c'est plus difficile. Dans le passé, j'ai beaucoup vécu avec Styx, avec mes parents. Mon père adorait Styx aussi. Alors Styx, Supertramp, ça a beaucoup joué chez moi aussi. J'ai tout le temps... Tu veux-tu que je te dise la définition de Styx? Vas-y. C'est une rivière en enfer. Oui, je pense que j'ai déjà entendu ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ta plus grande passion, est-ce que c'est le hockey ou le sport en général? Ah, le sport en général. J'adore le hockey, mais je suis quelqu'un qui est très, très ouvert sur un paquet de sports. Puis... Quel est le sport qui a le mieux évolué depuis 15 ans, selon toi? Le sport qui a le mieux évolué. Moi, je pense que c'est la NFL, mais... Ben, honnêtement, c'est ça que j'avais en tête. Le spectacle de la NFL, je le trouve vraiment particulièrement plaisant. Puis je pense que cette année, avec les marketing, qu'on a vu, la NFL est une ligue vraiment incroyable. Et dans 10 ou 15 ans, quel sera le sport de l'avenir qui va prédominer? Ben, le basket s'en vient bien. Le basket s'en vient bien. Je pense que le soccer au Canada, avec ce qu'on vit présentement, est en train d'avoir une belle montée aussi, puis un intérêt aussi. Moi, au fond de moi, j'aimerais tellement que le baseball, ce soit ça, qu'on dise que dans 10 ou 15 ans, ça fasse ça partie de la vie à Montréal, parce que je l'ai au fond de moi, puis dans un amour profond, mais je pense que de plus en plus, malheureusement, la réalité nous envoie pas vers là. Mais je te dirais peut-être le soccer, là. Je pense que ça s'en vient, puis ça monte beaucoup. Et ça ne coûte pas cher aussi à pratiquer. Il y a ça, c'est un élément qui compte. Question suivante. S'il veut rester, est-ce que tu gardes Carey Price? Tout à fait. D'accord avec toi. Maintenant, la position la plus exigeante du sport professionnel, selon toi. Parce que corps arrière, quand tu as des gros bœufs de 300 livres qui veulent aller t'arracher les côtes, moi, les gros bœufs de 300 livres, je les trouve assez impressionnants, moi aussi. Tu me dirais, une des positions... Là, je veux juste terminer, parce que tu as gardien dans la LNH, les lancers, je veux dire, la garnotte de Weber, tu me paierais cher pour l'affronter. Les receveurs au baseball, j'ai été receveur, il fait chaud, parfois des doubles, 162 matchs par année. Ce sont des suggestions de réponse, mais selon Jasmin Leroux, la position la plus exigeante du sport professionnel? Dans ceux que tu m'as donné, je pense que receveur au baseball, c'est une position très exigeante, surtout pour ceux qui le font de manière... Tu sais, un gars comme Salvador Perez, là, qui joue au-dessus de 150 matchs sur 162,
Mais les chasseurs de corps de la NFL, les gars comme Aaron Donald, puis tout ça, je trouve ça assez impressionnant. Les Myles Garrett, puis c'est ce genre de gars-là, je trouve ça vraiment impressionnant. Tom Brady, là, je veux dire, c'est pas un colosse. Tom Brady, c'est le côté mental de sa profession. C'est pas le gars qui se fait le plus frapper, c'est le fait d'avoir la menace de te faire frapper et de devoir gérer la pression. 2 dernières questions, mon cher Jasmin. Ça a été très intéressant. Quel joueur, un joueur en particulier du Rocket, qui semble le plus près de la LNH selon toi? Je pense que Jesse Ilonen se rapproche de plus en plus. Il a joué d'ailleurs à Montréal. Puis lui, je pense que j'ai un bon feeling avec lui. Là. De ce qu'on voit de lui, j'aurais tendance à dire que je pense qu'on va le voir à Montréal, lui, là, dans ceux qui sont là. Le Super Bowl d'environ 10 jours, est-ce que tu te mouilles avec une prédiction? Les Bengals de la jeunesse et Joe Burrow du côté des Rams, le vieux routier Matthew Stafford, très exubérant. Est-ce que tu te mouilles? Vieux routier qui en est à un premier Super Bowl quand même. Alors c'est un vieux routier. 11e saison, je crois. Quelque chose comme ça. En effet, c'est un premier choix en 2009, mais je pense que ça va être les Rams qui vont gagner à domicile chez eux. Ils ont une défense incroyable. Mais les Bengals, ça serait une belle histoire aussi. Sauf que les Bengals, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils apprennent à perdre un peu pour gagner ensuite dans le futur. Ben, c'est souvent ça aussi, une équipe surprise contre une équipe favorite. On aurait dit que cette année, que le chemin des Rams était préparé à l'avance. Il a été sinueux finalement un petit peu. Il y a eu des embûches dans ce chemin-là. Ça n'a pas été, ça n'a pas été facile, mais ils ont battu les champions. Tout à fait. Ça n'a pas été facile. Je te remercie de ta présence. Je vais te faire une fleur, Jasmin. Ton travail est impeccable. Ben, merci beaucoup, c'est bien apprécié. Je me répète, c'est pratiquement parfait. Pour les gens qui veulent t'entendre et te voir, tu es sur RDS, la zone. Red Zone, NFL Red Zone, tout à fait. Ben là, la saison est terminée, mais NFL Red Zone, Hockey le magazine, j'anime à RDS. On est avec les matchs du Rocket de Laval aussi. Je collabore à tous les matchs. Le hockey junior est revenu aussi à RDS. Le baseball junior recommence, puis je travaille aussi avec le hockey Midget 3A qui recommence aussi là, avec les mesures qui vont, j'espère, bientôt pouvoir permettre de jouer au hockey. Je pense que, outre le fait que je trouve ton travail très bien fait, je pense que le plus beau compliment que je peux te faire, qui parle de l'avenir, ça va être très intéressant de voir ton CV professionnel à 40 ans. Merci. Ça va être encore plus garni. Donc, je te souhaite encore beaucoup de succès dans ta carrière et bien plus. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Ça a été vraiment un grand plaisir, Jasmin. Très gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience qui vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 25 ans. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Quand on parle de conseils et de bas prix, je veux dire, c'est l'endroit pour vous. Allez voir François, le propriétaire et gérant qui est toujours sur place. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Un mot maintenant sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Nous avons un nouveau partenaire ici à Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec les qualités, soit Dave White Tattoo. Comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse. Et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, autour de notre deuxième invité, quand on parle de baseball, il en a des choses à raconter sur cette passion qu'il habite depuis toujours. Il œuvre à titre de journaliste sportif depuis plus de 20 ans et est auteur également, ayant produit un livre sur son ami disparu il n'y a pas tellement longtemps, qui nous a tous marqués, soit Derek Aucoin. Nous allons parler évidemment de sa longue carrière et bien sûr de baseball et de bien d'autres sujets d'actualité et du passé. Avec nous, celui qui dort pratiquement avec un gant à la main, le sympathique et surtout très humain, Benoît Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'accueillir. Tout le plaisir est pour nous. Je te dis bienvenue. On va parler évidemment de ton parcours sportif et spécialement de baseball et de l'aspect journalistique de la chose. Je sens que nous allons partager de beaux sujets. Tu as beaucoup de choses à raconter. Cette passion qui t'habite là depuis toujours, est-ce que pour le baseball, ça commence où? C'est une question familiale. Qu'est-ce qui fait que tu es à quel âge que tu t'intéresses autant à ce si beau sport qui est, je dois le confesser, mon sport favori? J'ai des beaux souvenirs de jeunesse au niveau du baseball. Mon père jouait à la balle molle. C'était un receveur, puis je me rappellerai comme toujours toi? des... Ouais, comme moi maintenant, avec les As de Schlager Centre-Sud. Puis je me rappelle toujours que c'est des beaux souvenirs d'enfance qu'on arrivait à la maison le soir après les matchs. Puis on se faisait des rôtis avec un petit chocolat chaud avant des bonnes doses. Donc c'est ça le background familial au niveau du baseball. Mais j'ai très tôt
j'ai joué au baseball, puis j'ai marqué au baseball, puis ensuite arbitré, puis coaché au baseball. Écoute, quand j'étais à l'école secondaire, mon emploi d'été, c'était être entraîneur au baseball. Donc, c'était ça, j'étais choyé. Donc, tu as été exposé au baseball un peu comme notre invité précédemment, Jasmin. Toi, à 5, 6, 7 ans, tu étais déjà dans la balle. Oui, absolument. J'ai un grand frère, un petit frère. Donc, on capotait les trois sur le baseball, surtout mon petit frère. Tellement de beaux souvenirs reliés au baseball. Tu parlais de Derek Aucoin tout à l'heure en introduction. On va en parler plus loin. J'ai écrit son livre, puis une des choses que Derek disait, c'est que le baseball n'a jamais arrêté de me faire des cadeaux. Oui. Puis quand je pense au baseball, pour moi, c'est la même chose, puis ça continue aujourd'hui de me faire des cadeaux à tous les jours. On va parler maintenant de ton travail au quotidien. Tu es journaliste sportif et auteur. Tu travailles pour l'agence QMI, soit Québécois. Tu es présentement en train de préparer un documentaire aussi sur les Jeux de 2002 à Salt Lake City. En fait, c'est pas un documentaire, c'était un reportage qui a été diffusé dans le Journal de Montréal au cours des derniers jours. Il y avait Martin Brodeur aussi qui a collaboré à tout ça. Oui, Martin Brodeur, Simon Gagné, David Pelletier, le patineur artistique, qui est maintenant entraîneur de patinage pour les Oilers d'Edmonton. Donc, mais ton travail au quotidien à l'agence QMI, une journée typique de Benoît Rioux, c'est quoi? Ben, on fonctionne beaucoup avec l'actualité, évidemment. Donc, parfois, le travail de journaliste, c'est avoir des idées, aller faire des reportages, aller au bout de ses idées. Mais il y a aussi un travail de pupitre, surtout en 2022, là, quand il y a un joueur qui se blesse, une transaction, parfois, à l'intérieur de 1 à 2 minutes, tu écris un texte de 150 mots, puis il faut que ce soit sur le web dans l'instant. Donc, le métier de journaliste, parfois, semble très glamour, là, mais il y a une partie de la réalité que c'est du pupitre, puis c'est action-réaction. Donc, je suis chanceux, je suis privilégié parce que j'ai la chance d'avoir des sujets, de les mener à terme, de faire des plus longues entrevues. Le reportage, évidemment, ça, pour un journaliste, c'est beaucoup plus plaisant à faire qu'une brève de 150 mots sur le joueur de 4e trio qui est blessé chez les Predators. Mais je suis pas à plaindre, j'ai vraiment... Tu nous dis que c'est pas tout le monde toujours très glamour, mais de l'autre côté, ça t'amène à rencontrer des gens très intéressants. On va parler de Derek Aucoin un petit peu plus loin, mais tu as été aussi bon copain avec Russell Martin, qui a été un des receveurs, je crois, défensivement, qui a marqué, en tout cas, l'histoire du Québec. Pour toi, qu'est-ce que tu nous dis sur Russell? Bien, avec mon passé de receveur, c'est sûr que j'ai un respect. Il n'y a pas une once de snobisme avec Russell. Ah non, il est super gentil. Tu sais, je pense qu'il se rappelle d'où il vient. Oui, il se rappelle d'où il vient. C'est une super belle personne qui est un peu réservée. Il y a une carapace, mais quand tu réussis à casser la carapace un peu, c'est un gars super gentil. Puis un des beaux souvenirs de lui, c'est que j'avais été à un camp d'entraînement des Blue Jays à Dunedin en Floride. Puis là, on avait connecté un peu plus. Puis quand je pense à Russell, on a une passion. Oui, puis avant le livre sur Derek Aucoin, mon premier livre, en fait, est un livre pour enfants. Oui, sur Carey Price. Sur Russell Martin. Ah, OK. Dans la collection Raconte-moi aux éditions de l'Homme. Non, Raconte-moi Carey Price, c'est Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal. C'est dans la même collection, qui est une super belle collection. Là, si vous avez des enfants, tous les livres Raconte-moi. Tu sais, il y a Russell Martin, mais Carey Price, puis c'est pas juste des sportifs, il y a Marie-Mé, René Lévesque. Autre personnage très gentil qui t'a marqué, tu as une anecdote croustillante sur Stephen Finn. Ouais. Qui t'a marqué parce que la gentillesse de certains athlètes parfois nous marque. Moi, j'ai rencontré certains athlètes, spécialement au baseball, je t'en ai parlé, que ce soit Cal Ripken, José Canseco, qui était très gentil. Stephen Finn, si tu nous racontais cette anecdote. Ben, en fait, Stephen Finn, c'était rendez-vous 87. Ancien joueur des Nordiques. Donc, j'avais 7 ans. Tu es vieux. Le numéro 29. Puis, Stephen Finn, pendant le voyage, la tournée autour du Québec des Nordiques,
les joueurs demeuraient à l'hôtel où mon père était cuisinier. Mon père est chef cuisinier. Puis on avait été tout près à l'hôtel. Puis je me rappelle de la séquence où que Stephen Finn, il m'a eu par le ventre, comme on dit, parce qu'il était assis dans les marches devant l'hôtel. Il mangeait une Kit Kat. Je savais que c'était un joueur des Nordiques, je ne savais pas c'était qui, j'avais 7 ans. Puis il m'a donné un bout de sa Kit Kat. C'était un geste tout simple qui a fait que c'était devenu mon joueur préféré. Tu as remémoré ça quand tu l'as rencontré à l'âge adulte? Oui, absolument, parce que j'ai eu la chance de travailler comme statisticien à TVA Sport aussi, pour les matchs de hockey et les matchs de baseball. Puis Stephen Finn qui fait du hockey junior. J'ai rappelé de ça. Évidemment, lui, s'en rappelait pas, mais moi, je me rappelais très bien. Donc, c'est juste pour dire que des fois, un petit geste peut faire une grande différence. Donc, quand il y a des enfants près de vous, soyez toujours gentils, puis avec des adultes aussi. Et ta première expérience média, le courrier de Trois-Pistoles, là aussi, tu as eu une belle anecdote qui prouve que quand le destin est tracé, ça nous amène vers... comment je pourrais dire, à réaliser nos rêves, parce qu'on t'a refusé un emploi pour finalement t'en offrir un autre. Ah ouais, ça, l'anecdote est drôle parce que, en fait, ce qui est tellement intéressant avec toi, Stevie, c'est que notre pré-entrevue, il faut dire aux gens qui écoutent que notre pré-entrevue, je pense qu'elle dure aussi longtemps que notre entrevue. Hein? Ben avec toi, oui. Ouais, avec toi, parce qu'on a vraiment connecté, on a des passions communes. C'est quand tu m'as demandé, ça a été quoi tes débuts dans le métier, je me rappelle de l'époque où je suis originaire de Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent, puis j'étais coach au baseball, j'étudiais à Jonquière en arts et technologies des médias. Je dis, je vais aller proposer une chronique tout à fait gratuitement au journal local. On va parler de baseball une fois par semaine, je vais prendre l'expérience, ça va être le fun. Puis là, le patron me dit, écoute, je trouve ça intéressant, je vais te rappeler, la semaine suivante, je suis rentré dans son bureau, il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu commences par la mauvaise. Ben, la chronique de baseball, ça ne marchera pas. Ah non? Non, la bonne, c'est qu'on te proposerait d'être rédacteur en chef pour la période estivale parce que notre rédacteur en chef prend congé. André Morin, qui a été un de mes premiers mentors, je le salue s'il écoute l'émission. Puis c'est comme ça que finalement, je me suis ramassé à être rédacteur en chef pour le courrier de Trois-Pistoles durant l'été. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Puis évidemment, ça m'a aidé pour rentrer dans le métier une fois rendu dans la région de Montréal, mais je me plais à dire que cet été-là, dans le courrier de Trois-Pistoles, il y avait beaucoup de baseball. Tant mieux. Ça peut aussi interpeller certaines personnes parce qu'avec la persévérance, tu vas cogner une porte, 2 portes, 3 portes, puis c'est peut-être la 4e qui va t'ouvrir, qui va s'ouvrir justement devant toi. Tu dis on connecte. Moi, ce que j'ai aimé de toi, et c'est ce que j'essaie de faire dans les émissions, c'est le fun de recevoir des vedettes, mais aussi il y a des gens qui ne sont pas connus, qui ont des belles histoires à raconter. Tu aimes avoir un impact positif, comme dans les émissions, sur les gens. Donner la chance à des athlètes parfois, comme on le disait, toi et moi, finir 4e aux Jeux Olympiques. On va ne parler seulement que des 2 premiers médaillés, mais souvent le 4e qui a fourni des beaux efforts. Il y a une seconde de différence avec le premier, mais lui, on va l'oublier. J'aime beaucoup ça de ton propos, spécialement dans notre pré-entrevue. Ce qui m'amène à parler de Derek Aucoin. Tant qu'à parler de gens sympathiques, voici ton bouquin. Ta première rencontre avec Derek, parce que tu m'as parlé de lui en me disant Derek Aucoin voulait que les gens se sentent mieux après lui avoir parlé. C'est un homme merveilleux. C'est tellement beau ce que tu dis. J'aimerais que tu nous parles de ta première rencontre avec Derek qui t'a amené à écrire ce bouquin. Oui, en fait, Derek, tu l'as bien résumé. Lui, une de ses missions, c'était que les gens se sentent mieux après l'avoir rencontré qu'avant. C'est exactement ça qui s'est passé, la première chose. Puis, la première fois que j'ai rencontré Derek Aucoin, Stevie, c'était au Yankee Stadium à New York. Imagine-toi. Pour l'anecdote, c'était avril 2014. Okay. Oui, je pense avril 2014. Pour l'anecdote, mon cousin Frédéric, qui maintenant travaille pour les Pirates de Pittsburgh, c'est un mordu de baseball aussi, originaire de Trois-Pistoles aussi. J'adore Frédéric, c'est mon cousin, mais je nomme mon petit frère. Avait fait une clinique avec Derek Aucoin à Québec, au Stade Canac, à l'époque où lui jouait pour les Capitals juniors. Puis Derek avait bien connecté avec lui.
Si bien que Derek, qui était responsable de certains événements au Yankee Stadium, avait invité Frédéric à lancer au monticule du Yankee Stadium, où que les abonnés de saison étaient appelés à frapper pour une pratique au bâton. Wow. Fait que là, mon cousin me raconte ça, j'ai été invité par Derek là-bas. Puis là, donc, Derek Jeter était sur place, non, il était pas là, mais non. moi, quand Frédéric me racontait ça, j'ai dit là, va dire à Derek que tu n'as jamais été à New York de ta vie. Puis que tu as peur d'y aller tout seul, fait que ça dérange-tu si tu apportes ton grand cousin, tu sais? Wow. Fait que là, il a demandé à Derek, puis c'est comme ça que je me suis auto-invité, puis ça a été le début d'une super belle amitié avec Derek. Le courant passé était le commerce agréable. Puis tu sais, Derek Jeter n'était pas là, mais moi, mon rôle, pendant que mon cousin lui lançait la pratique au bâton, c'est que j'étais à l'avant-champ. Puis toutes les balles qui n'allaient pas au champ, parce que les abonnés pouvaient les récupérer au champ, n'avaient pas le droit de rentrer à l'avant-champ. Mais c'est moi qui récupérais. Wow. Je mettais dans un beau seau là, avec le logo MLB. J'allais porter ça à mon cousin. Je disais « Enjoy, mon gars, enjoy ». Tu sais, c'est tellement incroyable de se retrouver dans un lieu mythique comme ça. Tu vas te rappeler de ça toujours. Toujours. Puis j'en parle dans le livre d'ailleurs, dans la préface. Là, Un stade qui a coûté, parce que là en 2014, le stade avait 5 ans, ça a coûté presque $1 milliard. On veut dire, c'est tout un stade. Ça. Ah non, c'est incroyable de se retrouver là. Puis tu sais, c'est comme ça. Puis c'est à travers mon métier aussi, tu sais, des fois, c'est le sentiment d'être à un endroit où tu te sens privilégié d'être là. Tu sais, c'est ça qui fait les As-tu la même sensation magiques. au bâton rouge Lachenay? Ah ouais, écoute, c'est ma première fois ici, je n'oublierai jamais. Mais tu n'as pas encore goûté le steak. On va parler encore de Derek un petit peu plus loin. Moi, je veux t'amener sur la différence du monde des médias avec il y a 20 ou 25 ans à tes débuts. Parce que le lectorat, tu disais, tu déplorais le fait que le lectorat met tout le monde dans le même panier. Sur différents sites web, on y va pour la sensation. Souvent, ce sont des gens qui sont dans leur sous-sol. On cherche les titres chocs. Quelle est, selon toi, en quelques phrases, la différence, peut-être du bon côté et du mauvais côté des choses, avec le monde des médias, spécialement dans le domaine du sport, avec il y a 20 ans, tes débuts? Ben, en fait, le gros changement qu'il y a, c'est que les gens s'informent via les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça a des avantages pour intéresser les lecteurs, mais ça a des avantages, c'est-à-dire que la vie va vite, hein? Les gens, des fois, de plus en plus. Ça arrive souvent, là, on peut voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux que certains ont probablement juste lu le titre puis la première phrase. Tu sais, donc, c'est là où que je trouve... La facilité. Ce que je disais, puis je veux pas trop faut pas être rester là-dessus parce que je suis un gars positif, qui veut avoir un impact positif. Mais tu sais, il reste qu'il y a une réalité aujourd'hui avec les médias. Tu sais, quand j'entends les gens qui critiquent les journalistes, les traitent de journaleux, tu sais, choisis ta source, tu sais, choisis ta source. Les médias traditionnels vont peut-être moins dans le sensationnalisme, même si tout n'est pas blanc comme neige chez les médias traditionnels non plus, mais comparativement à certains sites web qui, par certains lecteurs, sont perçus comme des médias traditionnels, alors que eux sont peut-être des journaleux, contrairement à certains journalistes qui ont étudié là-dedans, mais tu sais, c'est un long débat, puis je veux pas non plus... on n'est pas là pour faire du bashing non plus. Non, c'est ça. Mais je veux dire, il y a une réalité qu'on ne peut contourner. On va poursuivre. L'aspect humain, pour toi, c'est très important. Tu aimes voyager et tu me confies encore là une entrevue, une anecdote plutôt, je veux dire, qui est lourde de sens. Tu as été à Cuba, et ici au Québec, on se plaint constamment, et tu as une anecdote où tu as visité une toute petite maison. On t'a montré un album de photos. J'aimerais que tu nous expliques en quelques phrases de quoi il en retourne dans cette anecdote, qui vient peut-être replacer dans un certain contexte les gens qui se plaignent constamment, parce que la réalité au quotidien est tout autre à Cuba. Bien, étant mordu de baseball, c'était un voyage qu'on faisait annuellement. Puis je devais y aller d'ailleurs encore cette année. Dans le fond, c'est une équipe de baseball du Québec. On affronte une équipe cubaine formée à partir d'employés du resort avec lequel on va. Puis c'est des belles expériences sportives, mais des belles expériences humaines.
ou du moins des fois ça t'apporte une nouvelle perspective. Puis l'anecdote à laquelle tu fais référence, c'est qu'un moment donné, après un match, le coach de l'équipe cubaine m'avait invité chez lui avec un coéquipier. On était assis dans sa petite maison, qui était très, très, très rustique. Il dit, ce serait un honneur pour moi de vous inviter chez nous, donc on y va. Puis une fois assis, il me sert le thé, ou il dit, j'ai un album photo à vous présenter. Puis là, je m'assois, je regarde l'album de famille, tu sais, pas de problème. Puis en tournant les pages, je constatais que c'était uniquement des photos de sa fille. Alors là, j'ai allumé, puis tu sais, j'ai dit à mon coéquipier, ouais, ben, je pense que le coach, il veut qu'on marie sa fille, tu sais, puis qu'on la ramène en Amérique du Nord. Puis sur le coup, tu sais, t'as comme un... C'est tellement curieux, puis c'est tellement loin de ta réalité que tu trouves ça, OK, dans quelle situation je suis? Mais rapidement, tu constates que c'est loin d'être anecdotique, c'est loin d'être... Mais ça reflète ce qui se passe là-bas. Oui, effectivement. C'est pour ça que le contexte financier, économique est très différent. Le sport peut être une expérience humaine aussi. T'sais, moi, c'est ça que j'aime à travers le sport. On se rejoint là-dessus. C'est les humains que tu rencontres. Puis ce voyage-là à Cuba en est un bon exemple. Mais tu as donné une conférence Zoom à des étudiants l'an dernier pour expliquer aux jeunes de quoi il en retourne dans ton métier. Je suis bien certain que ça a été non seulement une belle expérience, mais tu as essayé de transmettre aussi l'aspect humain, de savoir garder de bons contacts avec les athlètes également. Tu me dis quoi sur cette expérience-là? Bien, cette expérience-là était sensationnelle parce que moi, quand j'étais au cégep, par exemple, c'est sûr que j'aurais aimé avoir quelqu'un d'expérience qui m'a dit un peu ce que je leur ai dit. Là, je le dis bien humblement, là, mais des fois, ça fait une différence là, beaucoup plus que tous les cours théoriques. Non, c'est ça. Il y avait un professeur au cégep de Jonquière qui m'avait invité à faire une conférence. Donc, j'ai parlé avec mon cœur de l'importance aussi du côté humain. Parce que je sais que moi-même, je pense différemment aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais étudiant. Tu arrives avec une certaine sagesse, une certaine peut-être confiance en toi, que tu as peut-être moins besoin de prouver aux autres ce que tu vaux. Tu as toujours de l'ambition quand même, mais tu fais un peu la part des choses. Puis, un des messages que j'ai envoyé, c'est que une façon de faire du journalisme, tu as le choix de sortir plein de scoops, puis d'être pas tout le temps fair and square avec tout le monde, puis d'être méchant, puis là tu vas flasher, tu vas avoir ton heure de gloire. À long terme, c'est pas bon. Puis une des manières que j'avais prouvé ça, c'est qu'à la conférence, parce que eux étaient bien intéressés de recevoir Benoît Rioux, mais j'ai dit OK, il mérite un anan de plus. J'avais demandé à Marianne Saint-Gelais, une des athlètes, la patineuse de vitesse courte piste, une des athlètes avec qui j'ai connecté, puis j'ai bâti une certaine relation professionnelle, de venir faire coucou aux élèves, puis il avait bien apprécié. Encore la semaine dernière, il y a un élève qui avait assisté à la conférence qui m'a écrit pour dire que le message avait porté. Très intéressant, Benoît. On prend une petite pause, ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes en compagnie d'un journaliste sportif d'expérience, comme vous pouvez le constater, qui est également auteur, soit Benoît Rioux. Je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de la famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je donne le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Je vous parle d'un de nos partenaires également ici, un garage tout à fait particulier, soit Samoto. C'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, on ne va pas vous changer les pièces pour rien, le travail est bien fait, le respect du client, c'est très important chez Samoto. De longues années d'expérience et de longues explications vous attendent. Donc, les tops de la mécanique, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny.
On va accélérer un petit peu, mon cher Benoît. Le rythme, il ne reste presque plus de temps. En comparaison avec ton travail journalistique au quotidien, la rédaction d'un bouquin, ça a été quoi la plus grande difficulté pour toi? Parce que j'imagine que ça n'a pas été nécessairement juste facile. Fais-tu partie, par exemple, des gens qui ont un processus d'inspiration souffrant, qui doivent se lever parfois la nuit parce qu'ils ont une idée, ou tu as été plutôt un auteur discipliné qui travaillait 9 à 5? Ça a été quoi cette expérience-là, d'écrire le fameux bouquin sur Derek Aucoin, un homme qui nous manque? Ça dépend toujours du sujet, hein, pour les difficultés. Dans le cas du livre de Derek Aucoin, c'est sûr que c'est un processus qui demande beaucoup d'efforts. Plus facile, c'est du baseball. Mais Derek était tellement bon, puis il y avait tellement d'anecdotes pour raconter. Puis la façon de procéder, ce qu'on disait, c'est que lui était le lanceur, puis moi, j'étais le receveur. Donc, je le guidais avec les histoires qu'il me racontait. Wow. Il dit des fois, je pitchais tout proche, mais Dan, il me ramenait, tu sais, mettons. Tu déjà lancé à la balle? Il m'envoyait trop de balles courbes. Oh, oui. Puis, s'il m'envoyait trop de balles courbes, là, je demandais une balle rapide. Donc, je suis super satisfait du résultat du livre. Donc, tu sais, puis je pense qu'un des défis du livre, la différence, en fait, avec mon métier, c'est que de façon positive, c'est que c'est tellement éphémère quand tu travailles comme journaliste. Je veux dire, ton article va avoir une durée de vie d'1 ou 2 jours, tandis qu'un livre, ben, ça reste. Les écrits restent, mais ça, c'est un vrai livre, c'est tangible, puis ça reste à long terme. Donc, ça vient avec une certaine pression, mais en même temps... un deadline, tu sais, il y a tout ça, là. Oui. Il y a un deadline aussi, mais ça vient avec une certaine pression que, tu sais, le livre de Derek Aucoin, là, pour moi, je l'ai écrit avec mon cœur. C'était parce qu'il y avait tout le processus qui était atteint du cancer du cerveau. Puis le pourquoi de ce livre-là, c'est un testament, un ouvrage qu'on voulait laisser à son fils Dawson. Tu comprends? Donc ça vient avec une responsabilité énorme. Mais quand tu écris avec ton cœur, tu as le témoignage d'un homme au grand cœur comme Derek Aucoin, ça peut juste donner du beau. On termine avec 3-4 questions rafales. Tu me réponds par un mot ou une phrase ou un nom. Moi, je dis toujours que le baseball, c'est le plus beau sport et il y a une raison, c'est que tous ont leur place sur le terrain. Le moins rapide va jouer au premier but. Celui qui a un bon bras va jouer au champ droit. Celui qui est un peu paresseux, qui n'aime pas courir, va être receveur. Ma question, pourquoi le baseball est le plus beau sport au monde? En une phrase. C'est un sport où il n'y a pas de temps. Ah, j'aime ta réponse. Le seul sport où c'est la défensive qui est en possession aussi. Mais c'est pas le seul sport où il n'y a pas de temps, dans le sens que le tennis, dans les sports majeurs. le tennis, là, tu sais, il n'y a pas de temps. Mais dans les sports d'équipe majeures, c'est le seul. Mais moi, quand j'entends la phrase de Yogi Berra, c'est pas fini, tant que c'est pas fini. Ah, c'est tellement dans vrai. Une game de hockey, là, j'aime pas ça. À 3-0, s'il reste 2 minutes, au hockey, c'est fini. À 3-0, s'il reste un retrait, ça peut être 6-0. Question suivante. Pour ou contre le DH, Designated Hitter, le frappeur désigné? Pour ou contre? Contre. Ton jeu préféré au baseball? Moi, j'aime bien le vol de marbre. Et toi? Moi, j'aime le receveur qui retire un joueur en tentative de vol. Oh, j'aime ça. La réponse d'un ex-receveur. D'accord avec le phénomène relativement nouveau des défensives spéciales, qui est très contesté? Je suis pour, mais je pense que c'est à l'attaque de s'adapter. En une phrase, pourquoi le projet de Vilsar de Stephen Bronfman n'a pas fonctionné? A-t-il mal joué ses cartes? En une phrase, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, en fait, c'est pas de la faute à Stephen. La relation, c'était Manfred et Sternberg qui étaient ensemble. Donc, c'est le conservatisme du baseball majeur. Encore là, j'aime beaucoup ta réponse. Est-ce que the name of the game is still pitching dans une ère où ce n'est plus à la mode de fabriquer un point, on y va toujours pour le gros coup de circuit, les gros élans. Est-ce que c'est encore les lanceurs qui font foi des championnats? Je pense que oui, puis j'attire ton attention sur les releveurs qui sont tellement importants, puis qu'ils n'ont pas la visibilité des lanceurs partants, mais les releveurs. D'accord avec toi, Benoît. Super important. On poursuit. Ta passion pour le baseball est grandiose et très palpable. Dès nos premiers contacts, moi, je l'ai ressenti. Je suis un peu comme toi, mais je pense que tu me dépasses. Y a-t-il un autre sport qui accote au 2e rang cette passion pour le baseball? À travers tous les sports, je suis un passionné de baseball, mais je suis un passionné de l'être humain. OK. Donc, partout où il y aura de belles histoires. Exact.
Puis les sports amateurs, là, les Jeux olympiques ils arrivent bientôt, là, ça me fascine, les athlètes sont le fun. Si j'avais à te nommer un sport, je te dirais le patinage de vitesse courte piste. Wow, là, tu me surprends. Ta préférence, est-ce que tu aimes mieux voir, disons, une performance, je vais te rafraîchir la mémoire, disons, Rick Wise, ancien lanceur des Phillies, qui en 1974 a lancé un match sans point ni coup sûr et frappé 2 circuits dans le même match, ou tu aimes mieux voir un match qui se termine 10-9 et de voir un joueur frapper 3 circuits? Je suis vieux, là, mais j'ai pas connu. Mais évidemment, quand un lanceur est capable de... Toi, t'es né en quoi, 75? En 80. En 80. Mais quand tu vois un lanceur qui performe à l'attaque, Shohei Ohtani en étant un phénomène. Toi, t'aimes mieux voir un match sans point ni coup sûr d'un match qui se termine 2-0 que de voir un match 10-9 bourré d'erreurs. Oui. Okay. En étant receveur. Tu sais, d'ailleurs, c'était. Je te prends flat foot, là. C'était qui le receveur lors du match parfait de Dennis Martinez? Je le sais, je le vois. Je vais te dire Mike Fitzgerald, mais je sais que c'est pas lui. C'était Ron Hassey. Ouais, mais les gens se rappellent toujours du lanceur, mais il n'y a pas grand monde. Mais il faut dire aussi que c'était pas le plus talentueux. C'était un bon défenseur, un bon receveur défensif. Tu me prends contre-pied, mais c'est bon. Probablement que Derek Aucoin est l'être humain qui t'a le plus marqué, mais si tu voulais en nommer un autre personnage marquant rencontré, tu dirais qui? Écoute, dernièrement, je te dirais une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Claude Raymond. Que tu as rencontré dernièrement. Ouais. Ton lanceur favori de tous les temps? Mon lanceur favori de tous les temps, je dirais dans mon époque, le Pedro Martinez. Oh, wow! Le record individuel qui demeure imbattable, j'en ai nommé quelques-uns, les 5714 retraits au bâton en carrière de Nolan Ryan. Randy Johnson n'est pas tellement loin parce que Randy Johnson, si on cumule aussi les retraits au bâton en séries éliminatoires, il arrive à 5007. Il y a Pete Rose avec ses 4256 coups sûrs. Il y a Barry Bonds, évidemment, avec ses 73 circuits en une année et 762 en carrière. On a beau dire ce qu'on veut sur Barry Bonds, il faut quand même les frapper, les 760 circuits. 4 circuits en un match. Plusieurs joueurs ont fait ça. Pour toi, le record individuel qui ressort de tout ça, c'est quoi? Tu en as peut-être un autre? Ben écoute, il y en a des bons là-dedans qui ne seront jamais battus, dont les retraits au bâton de Nolan Ryan, mais un record pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'était les matchs consécutifs de Cal Ripken Jr. Que j'ai rencontré alors qu'il était dans sa séquence au Stade olympique. C'est en septembre 98 et j'ai conversé avec lui. J'étais le seul journaliste au Stade olympique sur le terrain. Un chic type, une des personnes qui m'a le plus marqué. Il y avait plusieurs petits garçons avec leur papa qui étaient entassés avant le match. Disons, il était à peu près 17 heures avec le batting practice puis tout ça. Le long de la ligne du 3e but. J'ai l'impression qu'il les a tous signés. Je me suis assis avec lui dans le dugout. On a discuté de choses et d'autres. Il est vraiment très gentil. Qui aimerais-tu rencontrer, du passé ou du présent? Peu importe qui. Mon idole de jeunesse, c'était Michael Jordan. Okay. Je ferais ça spécial de le rencontrer. Est-ce qu'on se dirige vers un long conflit au baseball qui va venir amputer non seulement le camp d'entraînement, mais le calendrier régulier? C'est très difficile à dire, mais je ne suis pas surpris que ce ne soit pas réglé présentement, puis ça va prendre encore au moins 2 semaines. Crois-tu encore au dossier des expos? De moins en plus moins. Au nordique? De moins en moins. Là-dessus, je saisis la balle au bon pour vous dire que... J'aime ça quand tu le vois. Ouais, il y a beaucoup de partisans de baseball au Québec qui souhaitent le retour des expos, mais soyez conscients qu'il y a du bon baseball qui joue au Québec. Tu sais, si vous aimez ça, le baseball, là, la Ligue frontière est là, les Capitales de Québec, les la Ligue frontière qui vient d'adopter des nouveaux règlements en prolongation. Ligue de baseball junior élite, la Ligue de baseball majeur du Québec. Donc, vous aimez ça, le baseball, il y en a, tu sais, mais les gens disent « j'aime le baseball ». Avez-vous été voir des matchs cette année? Ben non, il n'y a pas d'expo. Ben, si tu aimes le baseball, tu vas aller encourager les autres. Ben oui. Les autres ligues. Benoît, je te remercie d'avoir été des nôtres. Ça, c'est ton bouquin. C'est sorti en quelle année déjà? C'est sorti en 2020-2021. Derek Aucoin, la tête haute. Est-ce que tu l'as? Non. Écrit. Je te le donne. Ben, merci, tu es très gentil. Une phrase que Derek disait, c'est « Vive, c'est donner. Et quand tu donnes, tu reçois. » Oui, parce que tu es un gars qui donne. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, les gens qui se plaignent, on parlait de Cuba tantôt pour essayer de replacer ceux qui se plaignent souvent à tort et à travers.
si tu veux recevoir dans la vie, comment veux-tu recevoir si tu ne donnes pas? Et ce n'est pas nécessairement la personne à qui tu as donné qui va te redonner ça. Je veux dire, c'est un courant énergétique de la vie en général. On ne partira pas sur les grandes philosophies. Merci d'avoir été des nôtres. Quelqu'un qui veut avoir accès à ton travail, il va sur quoi? Ben écoute, je dirais, suivez-moi sur Twitter, peut-être, Ben Rioux. OK. Je te souhaite encore beaucoup de succès dans ta longue carrière. On va se revoir, ça c'est bien certain. Peut-être cet été, si on y va avec nos matchs bénéfices. Tu es invité à faire partie de l'équipe du Bâton Rouge. Je te souhaite une longue vie journalistique. Merci d'avoir été des nôtres. Je te donnerai la main. On va attendre encore quelques semaines. Merci Benoît. C'était non seulement intéressant, mais très enrichissant sur le point de vue humain. Merci. Succès à toi, Stevie. Puis garde ton beau côté humain. Tu fais un super travail. Merci. Tu es très gentil, Benoît Rioux. En terminant, je vous parle de l'incontournable, soit Pixel, que l'on surnomme justement et pour cause d'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend. C'est situé, comme je vous le dis, en face de l'ancienne marina de Repentigny, sur la rue Notre-Dame, au 351, sur cette très belle rue, très vieille à Repentigny. Donc, le numéro de téléphone de l'incontournable Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos deux invités, Benoît ainsi que M. Leroux. C'était fort intéressant, Benoît. On va se revoir très bientôt, je l'espère. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.